Bonjour à toutes et à tous, et merci infiniment d'être avec nous cet après-midi. Je suis Olivier Audeline, je suis le directeur de Zagatube, le laboratoire d'innovation du groupe Butagaz, un groupe multi-énergie qui apporte du confort à des millions de foyers en France. On pourrait parler de nous pendant des heures, mais en fait, l'idée n'est pas là. On s'est dit que la mutation dans les territoires et le vivant, c'était un super thème, merci Madines, et que c'était un thème justement propice pour braquer les projecteurs sur des entrepreneurs de talent qui justement impactent positivement nos territoires et les hommes sur ces territoires, les hommes et les femmes de ces territoires. Donc pour interviewer ces deux entrepreneurs dont on va parler dans une minute, je suis accompagné d'Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour, enchanté, Olivier Carcelet. Je suis responsable innovation chez Initiative France. Je voudrais remercier Olivier pour son invitation aussi pour témoigner à cette occasion. Initiative France est le premier réseau associatif de financement et d'accompagnement des entrepreneurs sur les territoires. Donc 16 000 entreprises, plus de 16 000 entreprises qui sont financées, accompagnées chaque année. Parmi celles-ci, des entreprises que l'on estime et que l'on valorise comme initiatives remarquables, telles Chamberlain et Lemon Tree, où notre but justement c'est apporter une plus-value aussi sur l'humain et sur les territoires. Donc ravi d'être là et de pouvoir être là avec ces super entrepreneurs. Voilà. Merci Olivier d'être là. Donc bonjour Sophie. Bonjour Olivier. Donc Sophie, peux-tu s'il te plaît te présenter? Oui, alors bonjour. Ce Chamberlain, c'est... Alors moi, Chamberlain, les deux. Toi et Chamberlain. Alors, moi j'ai passé 10 ans chez LVMH au sein de... Enfin, j'étais responsable marketing chez Givenchy et chez Dior. Et un jour, j'ai rencontré mon futur associé à la crèche de mon fils. Qui m'a dit qu'il ne comprenait pas comment c'était possible que les femmes aient encore mal aux pieds aujourd'hui, qu'on était capable de personnaliser jusqu'au rétroviseur d'une voiture et qu'on n'était pas capable de faire quelque chose de correct pour les femmes. Donc j'y ai réfléchi tout l'été et au final, on a créé Chamberlain ensemble. Donc Chamberlain, c'est une société qui fabrique des chaussures sur mesure grâce à une application smartphone qui est aujourd'hui brevetée et qui permet de prendre les mesures des pieds. Donc avec 6 photos, on va pouvoir prendre les mesures de vos pieds, les reconstituer en 3 dimensions et fabriquer des chaussures. Et l'enjeu, c'est dont on va parler après, c'est vraiment que nous, on n'a trouvé personne pour fabriquer nos souliers, donc on a créé notre propre atelier de production en Dordogne. Merci Sophie. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Donc vas-y. À mon tour. Donc moi je suis Emmanuel Barnin, je suis le cofondateur de Lemon Tree et j'ai créé Lemon Tree en 2011 à la sortie de mes études avec un ami d'enfance. On était en maternelle ensemble, donc on s'est toujours dit qu'on allait créer une entreprise ensemble. Et c'est une entreprise de recyclage. On a 2 métiers. Le premier, c'est d'installer des machines de recyclage. Je ne sais pas si vous en avez déjà croisé, un peu sur le modèle de la consigne, qui vont venir trier automatiquement les bouteilles, les canettes, les gobelets, et récompenser les gens pour leur geste de tri, avec un petit ticket, avec un petit jeton, pour inciter les gens à trier. Ça, c'est notre premier métier. Et le second, c'est de proposer des services de recyclage aux entreprises multiflux. Donc on va très simplement venir récupérer le papier, le carton dans ces entreprises et garantir qu'ils sont recyclés et valorisés à 100% en France, et à 100% en valorisation matière. Aucune incinération et aucun enfouissement. Donc on œuvre à ces 2 défis depuis maintenant presque 10 ans. Merci Emmanuel. Alors justement, est-ce que l'idée d'avoir un impact positif était-ce une motivation première à la genèse de Lemon Tree? Et quelle est ta mesure d'impact à aujourd'hui? Alors ça faisait partie de l'idée de départ à la création, je pense que comme pas mal de personnes qui entreprennent aujourd'hui, c'est de se rendre et de se savoir utile. Donc en s'attaquant au problème des déchets en France, on avait déjà ce sentiment-là. Et on a toujours voulu mettre une composante sociale dans notre projet. Donc on a rapidement eu à l'époque l'agrément ESS. Donc c'était anciennement, maintenant c'est ça s'appelle ESUS. À l'époque, c'était pas très compliqué à obtenir. Si on se versait pas 10 fois un salaire différent entre les deux, entre les plus bas salaires et les plus hauts salaires, on avait l'agrément grosso modo. Et du coup, en 2016, on a décidé d'aller un petit peu plus loin en replaçant vraiment l'humain au cœur du service et on a créé une entreprise d'insertion. Donc on a créé une 2e société qui s'appelle Lemonade, qui est une de nos filiales, et qui a un agrément d'entreprise d'insertion. Donc là, l'objectif de Lemonade, il est double. C'est un objectif économique, donc de s'occuper de ces déchets, d'aller les chercher chez nos clients, de les stocker dans nos entrepôts à Pantin et à Marseille. Premier objectif. Second objectif, c'est un objectif social. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept des entreprises d'insertion, mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner des gens qui sont éloignés de l'emploi. Malheureusement, sur nos territoires, le 93 et le 13, il y en a beaucoup. Et c'est de leur proposer des formations qualifiantes, de leur apprendre un métier et de pouvoir, en fin de parcours, c'est ce qui est un peu triste dans notre métier aussi, c'est qu'au bout de 6 mois, on doit se séparer de ces personnes-là pour les accompagner vers un autre projet. Mais ça nous permet d'aller aider d'autres personnes.
Notre but, ça va être de les rendre plus employables, entre guillemets. Donc aujourd'hui, depuis la création, pour vous donner un ordre de grandeur, voilà, nous, il y a 52 salariés dans notre société et il y a 60 personnes en plus qui sont passées par ce programme-là, avec en fin de parcours un taux de retour à l'emploi de 75%. Donc on peut ajouter 75% de 60 en emploi créé. Donc un impact, on va dire, sur l'insertion, sur la formation, sur l'employabilité réellement des personnes. Donc un impact humain au cœur aussi de l'activité de l'entreprise et de l'entreprise d'insertion. Justement, par rapport à Chamberlain, on voit aussi que cette employabilité, ces savoir-faire, ces compétences, c'est aussi quelque chose qui est au cœur de l'activité. Pour toi, Sophie, justement, comment est-ce que cet impact humain a pu se matérialiser justement sur une filière, sur un territoire plus spécifiquement, mais sur la filière dont tu es l'une des porte-paroles? Oui, alors nous, quand on a créé Chamberlain, on s'est dit ce qui va être le plus compliqué, c'est l'application smartphone qui n'existe pas, qui permet de prendre les mesures des pieds. Et puis, pour recruter, ça va aller. On va recruter des gens qui fabriquent des chaussures et puis on va fabriquer de plus en plus. Et en fait, ce qu'on n'avait pas identifié, c'est que la chaussure, en gros, l'emploi, c'est comme ça. C'est pire que les mines de charbon depuis 20 ans. Il n'y a plus aucune formation en fait, sur les métiers de la chaussure, pareil, depuis 15 ans. Et du coup, quand on a voulu créer cet atelier, l'enjeu, c'était de recruter les bonnes personnes, sachant qu'on ne recrutait pas tout de suite 30 personnes. Donc il fallait que chaque personne soit hyper qualifiée sur un poste, c'est-à-dire qu'elle puisse maîtriser le boulot de peut-être 5 personnes dans une entreprise plus grosse, en maîtrisant plein de techniques de piquage différentes, de montage, de collage de semelles, de talons. Et donc, du coup, nous, on a eu cet enjeu de trouver les bonnes personnes, sachant qu'on se crée, donc c'est une start-up, donc c'est dangereux, tout ce que ça comporte. Et on a réussi à faire venir des talents un peu de partout. Il y a des gens qui sont venus de Orange, des gens de Romans-sur-Isère, et puis des gens qui étaient localement formés. Et ensuite, on a recruté des jeunes qu'on a intégralement formés, notamment grâce à des anciens du métier, parfois des retraités qui sont venus former l'équipe à l'atelier, des gens qui ont plus de 70 ans, parce qu'il n'y a plus de gens jeunes, en gros, qui peuvent former. Et on a eu la grande chance de rencontrer un maître bottier d'exception qui a travaillé pour les plus grandes marques et qui venait juste de quitter une très grosse marque et qui nous a rejoints et qui est venu en fait former l'équipe pendant 3 ans à raison de 2 jours toutes les 2 semaines. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir ce niveau de qualité-là. Donc le savoir-faire revient aussi quelque part là, sur cette partie de bottier, on va dire. Oui, parce qu'avant, dans la ville de Nontron, il y avait 5000 emplois dans la chaussure. Il y avait des grosses usines comme Adidas, Reebok. Et maintenant, c'est des ateliers qui sont entièrement vides, à l'abandon. C'est hyper triste. Il y a 3500 personnes qui vivent à Nontron. Quand on dit qu'avant, il y avait 5000 personnes qui travaillaient juste dans la chaussure. Et en fait, la région Nouvelle-Aquitaine a vraiment eu cette volonté de développer les métiers d'artisanat autour du cuir et du luxe. Et donc, ils ont créé un pôle d'excellence à une demi-heure de route de Nontron qui permet de former en fait, à nouveau des gens au métier du cuir. Et dans la ville de Nontron, on a 3 ateliers Hermès, une très belle sellerie qui s'appelle CWD. Et tout ça, ça attire les talents et ça donne envie aux jeunes en fait, de se former à nouveau à des métiers d'artisanat et de fabrication. Et c'est pour ça que c'est plus facile pour nous de recruter ici qu'ailleurs. Et cette transmission de savoir-faire, tu mentionnais donc des personnes qui avaient 70 ans et qui se sont proposées en fait, pour transmettre leur savoir. Elles ont été faciles à convaincre, ces personnes? Ils sont venus tout seuls. D'accord, ils ont eu de la lumière. Ils sont venus toquer à l'atelier. Ils ont dit j'ai entendu parler que vous vouliez faire des chaussures, mais ma bonne dame, c'est compliqué. Bah oui. Oui, on n'avait pas bien vu le truc. Et du coup, on a des mecs comme ça qui viennent comme ça. Et ils viennent nous aider. Ils restent la semaine, ils reviennent, ils m'appellent, ils font t'as besoin de moi. Et puis il dit j'ai pensé à un truc, là t'arrivais pas à monter ça. En fait, j'ai appelé un pote à moi, machin, qui est à la retraite aussi. Puis ils viennent à 2. Et au début, ils nous ont vraiment, vraiment beaucoup aidés parce qu'on ne savait pas bien comment on allait gérer le problème. Est-ce que, en vous implantant sur le 93, Emmanuel, tu as ressenti aussi cette volonté cette ouverture en fait, de la population locale? Oui, parce que nous, c'est un métier qui est physique aussi. C'est des mètres carrés avec des déchets, avec des camions. C'est quelque chose qui est très visible. Là, on a 5000 mètres carrés d'entrepôts qui sont juste à côté, à Pantin. Donc forcément, on a des personnes qui viennent nous voir, qui viennent déposer leur CV. Et puis, on essaie d'en faire un lieu qui est ouvert sur le territoire. Donc, que ce soit nos colocataires, la réserve des arts, l'idée c'est de faire un vrai petit pôle de l'économie circulaire avec la même chose à Marseille, parce que notre credo, ça va être aussi de pouvoir recycler localement, de pouvoir employer localement. Quand on a nos salariés qui habitent de l'autre côté de la rue, on est certain qu'ils soient à l'heure, même pendant les grèves, nous on l'a bien constaté. Donc on essaye de s'ancrer au maximum dans ces territoires.
ces territoires donc, si ancrés, c'est important, c'est primordial. On a compris aussi tout à l'heure, aussi bien pour Sophie et pour Emmanuel, qu'il y a eu des contacts clés. En quoi, plutôt pour toi, Sophie, justement, ça a été quelque part une évidence, et comment est-ce que ça a été facilité, cette implantation en Dordogne, sur un territoire qui n'était pas initialement le territoire sur lequel tu étais? Oui, alors c'est vrai que moi, je n'étais jamais allée en Dordogne de ma vie. On n'est pas allé en Dordogne parce qu'on aimait bien la bouffe ou les paysages. En fait, quand on a voulu créer cette entreprise, parce que Franck et moi, on est parisiens, on a cherché le meilleur endroit où s'implanter. Donc tout de suite, on a pensé à Romans-sur-Isère, parce qu'il y a quand même encore le petit panneau capitale de la chaussure sur l'autoroute. Ensuite, du côté de Cholet, dans le Maine-et-Loire, où il y a encore beaucoup d'emplois dans la chaussure, avec notamment Eram. Et après, il y avait un peu le Limousin, et puis un peu la Dordogne. Et en fait, on a visité ces 4 régions plusieurs fois pour chercher un local, pour trouver l'équipe, pour voir comment on pouvait être accompagné aussi. Et c'est vrai qu'en Dordogne, on pourrait se dire que c'est paumé au milieu des vaches, mais sincèrement, les mecs, ils ont un dynamisme. Ils avaient envie qu'on vienne, mais c'était terrible. Et on a rencontré notamment Monsieur Gommet, qui a plein de casquettes, mais qui est aussi chez Initiative France, et qui a su nous convaincre d'aller en Dordogne et pas ailleurs. Et sincèrement, il y a certaines régions où on sentait clairement qu'on était parisien et qu'on le serait toujours, et que moi en plus j'étais certainement la blonde du coin et qu'on ne me prenait pas trop au sérieux, parce que dans les métiers de la chaussure, c'est des métiers où les gens sont un peu machos parfois. En Dordogne, c'était pas du tout le cas. Un jour, il y a le sous-préfet qui nous a invités à dîner. Moi je me suis dit c'est bien, il va y avoir plein d'entrepreneurs et tout. On arrive, il y avait sa femme, lui, ses filles et leur chat. Et en fait, il nous avait invités juste nous, parce qu'il voulait être sûr qu'on choisisse la Dordogne et qu'on n'aille pas ailleurs. Et donc, en fait, il y a une espèce de compétition dingue entre les territoires pour attirer Chamberlain et ses 6 employés. Donc c'est important. Donc c'est une belle nouvelle pour tous les entrepreneurs et entrepreneuses dans la salle qui souhaiteraient éventuellement ou qui hésiteraient à s'installer sur les territoires. Oui, parce que vraiment, je tenais à ajouter, en fait, quand on a gagné peut-être 6 mois au moins, en fait, grâce à Périgord. Alors, c'était quoi ? Non, c'est pas Initiative Périgord. Là, c'était Périgord Développement, mais qui est juste à côté. Parce qu'en fait, le mec qui s'occupait de nous, il est venu nous chercher à la gare en voiture. Il nous a fait faire le tour de la Dordogne pour chercher un local vide. Après, il nous a fait rencontrer le maire pour qu'on fasse baisser les loyers. Après, il nous a fait rencontrer la responsable de l'Opcalia pour voir comment former le personnel, le directeur territorial de Pôle emploi, le sous-préfet du coup qui nous avait invités, le responsable du pôle d'excellence, le directeur du pôle d'excellence de Thiviers aussi. Et donc, du coup, on avait tous ces gens-là autour de la table, on a pu poser toutes nos questions et eux ont pu réfléchir à comment nous accompagner pour aller plus vite. Et c'est grâce à eux, en fait, qu'on est allé, quand on s'en est implanté, ça a été très, très vite, effectivement. Emmanuel, de ton côté, donc, au niveau de ton empreinte actuelle sur les territoires, est-ce que tu penses que cette empreinte est facilement réplicable sur d'autres régions ? C'est aujourd'hui dans le 93 et le 13. Hein. On s'est déjà essayé avec le territoire marseillais, donc en 2017. Après, nos cibles sont assez identifiables. C'est les endroits où on trie très mal. Donc à Marseille, c'était tout en notre liste. Et aussi les endroits où il y a un taux de chômage qui est important. Parce que c'est une problématique qui est très locale. On avait des clients qui étaient satisfaits de leur service à Paris, qui nous disaient ça serait super si vous pouviez faire sur ma filiale à Marseille, sur mes magasins en PACA. Et malheureusement, on ne pouvait pas forcément traiter ces demandes parce que les déchets, il faut qu'ils soient traités localement, il faut avoir un ancrage territorial pour pouvoir le faire. Et du coup, on a saisi une opportunité un petit peu comme ça. On a vu une proposition d'avoir un entrepôt important à Marseille. Et donc, on a fait les choses de manière peut-être un peu précipitée. On a pris un grand entrepôt qui était tout vide, 1500 mètres carrés. On n'avait pas encore beaucoup de clients. Et là, on commence à atteindre le point un peu de rentabilité sur Marseille. Donc, on a appris pas mal de choses sur cette ouverture de ville. Et on est en train de regarder pour ouvrir sur d'autres territoires, pas forcément de la même manière, parce que ça coûte quand même beaucoup d'argent de repartir de zéro. Donc là, on essaye de mettre en place plutôt des modèles un petit peu hybrides. Donc en fait, d'aller sur des territoires où il y a déjà des entreprises en place qui font des métiers assez proches des nôtres, donc qui ont des camions, des mètres carrés, qui ont peut-être une formation dans l'insertion qui va être proche de la nôtre, et de pouvoir faire des partenariats avec eux pour ne pas redémarrer de zéro, mais de pouvoir démarrer déjà un petit peu plus haut, tout en faisant des investissements un petit peu moindres. En fait, c'est une vraie question de duplicabilité aussi. Et justement, on voit qu'il y a un modèle qui maintenant commence à être éprouvé. Cette duplicabilité, il faut aussi pouvoir identifier les contacts clés, les besoins et les personnes qui vont pouvoir aider à ce déploiement. C'est quoi en fait compte ces besoins que tu peux avoir justement pour parvenir à cette duplicabilité de la meilleure des manières ? On a plusieurs types de besoins. On a
des besoins en mètres carrés, des besoins en humains, hein, et des investissements. Et tout ça, ça fait surtout des gros besoins de financement dans nos métiers. Hein. Quand on parle de réplicabilité, nous, on a un business qui n'est pas très scalable, en tout cas pas très facilement. Hein. Donc, ce qu'il faut, c'est même si on a beaucoup plus de clients, à un moment, il va falloir acheter des machines, il va falloir payer des loyers qui sont plus importants. Donc, on essaye surtout de trouver là, des manières un petit peu innovantes de le faire pour pouvoir, à terme, mieux mailler le territoire français et accompagner nos clients. Aujourd'hui, on bosse par exemple avec toute la grande distribution. Mais si demain, il y a un appel d'offres national pour Lidl pour mettre en place leur recyclage, nous, on ne sera probablement pas bien placé pour répondre. Et ça va retomber chez Veolia, Suez ou Paprec, qui eux couvrent tout le territoire. Donc on a cet enjeu-là de se montrer un petit peu innovant pour pouvoir couvrir et mailler le territoire plus frugalement, on va dire. Et tout en gardant justement cet aspect humain au cœur du modèle économique, en fait, avec l'entreprise Insertion, avec l'entreprise Lemon Tree, c'est vraiment aussi le cœur du réacteur quelque part. Exactement, c'est aussi de pouvoir prendre notre parcours de formation. Donc, sans rentrer dans les détails, il y a certaines spécificités sur des parcours très courts chez nous, ce qui permet de remettre sur le chemin de l'emploi un maximum de personnes et d'aller voir des entreprises d'insertion existantes sur les territoires, pouvoir dire nous, on a quelques clients, vous avez déjà tout l'accompagnement social qui a été mis en place, vous avez les prescripteurs, Pôle emploi, vous êtes identifiés, qui permettent de recueillir des personnes qui ont besoin d'un accompagnement. Donc pouvoir aussi mettre en place cette ingénierie sociale avec nos partenaires, pour toujours pas oublier qu'on a, nous, on a deux objectifs. On a un objectif économique et environnemental et un objectif humain à travers ce statut d'entreprise d'insertion. Et Sophie, du coup, quelles sont tes ambitions pour Chamberlain ? Alors nous, dès le début, on s'était dit avec Franck que la Chine nous inondait de chaussures et que ça serait quand même pas mal si un jour on pouvait fabriquer des chaussures 100% made in France au cœur de la Dordogne et qu'on les envoie en Chine. Et là, on vient de le faire. Donc on est assez content. Alors on vient de le faire. On a ouvert un point de vente. On a eu la chance de participer à un salon qui s'appelle Fashion Source à Shenzhen au mois de mai. On a eu beaucoup de contacts avec différents Chinois qui sont vraiment à la recherche de produits différents, des produits de luxe et des produits fabriqués 100% en France. Donc ça leur a beaucoup plu. Et là, en fait, on vient d'inaugurer notre premier revendeur chinois dans la plus haute tour de Shenzhen, qui est la 4e plus haute tour du monde. C'est assez impressionnant. Ils ont un magasin sublime avec leurs robes sur mesure et nos petites chaussures Chamberlain sur mesure à côté. Donc, vous le comprendrez, notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de se déployer à l'international. On pense que la Chine, c'est un pays important, très important. On a des contacts à Shanghai où on pourrait éventuellement avoir 12 distributeurs dans les prochains mois, qui pareil sont spécialisés dans les vêtements sur mesure et qui cherchent des chaussures. En parallèle de ça, au début, on avait un modèle qui était full online avec l'application smartphone et la e-boutique. On s'est planté, puisqu'en fait, tous les gens voulaient nous voir en vrai, ils voulaient voir les chaussures, ils voulaient nous parler. Donc, on les a reçus dans nos petits bureaux au 8e étage, près de l'Opéra Garnier. Alors, c'était charmant, mais ça ne pouvait pas durer longtemps. Donc là, on vient juste d'ouvrir une boutique juste à côté de la place Vendôme. Donc, très, très bien située. Et aussi, pareil, juste à côté de tous les hôtels où descendent les touristes et nos potentiels partenaires chinois. Voilà, donc après on a plein de projets, mais je pense que celui-là, c'est vraiment ce qui est le plus important en ce moment pour nous. D'accord, donc la demande chinoise tirerait l'expansion industrielle de Chamberlain sur le territoire, sur la Dordogne. Voilà. Très bien. Emmanuel ? Nous, on a déjà parlé un petit peu de l'essaimage, notre volonté et ambition de faire plein de petits Lemon Tree un petit peu partout dans les grandes agglomérations. Après, il y a un deuxième enjeu qui était pas mal d'actualité, c'est, je ne sais pas si vous avez suivi toutes les discussions autour de la loi sur l'économie circulaire au Parlement avec l'éventuel retour à la consigne en France. Le fait que demain, les emballages seraient peut-être consignés, donc chaque bouteille que vous allez acheter en plastique va vous coûter un petit peu plus cher et vous allez avoir la possibilité de récupérer cet argent si vous le remettez au bon endroit. Ce qui est le cas en Allemagne, en Amérique du Nord, en Scandinavie. Dans les pays où il y a la consigne, en Allemagne, il y a 55 000 machines qui sont installés de notre type. Nous, avec tous nos concurrents, on a mis 1000 machines en France. Donc nous, c'est sûr qu'on a regardé avec intérêt les débats au Parlement. Avec regret, ça a été repoussé en 2023 et 2024 pour les premières applications de la consigne. Et donc c'est sûr que ça, notre ambition, c'est de pouvoir se dire comment se placer sur ce marché qui va devenir très gros. Et ce qui sera trop gros pour nous, réussir à trouver notre valeur par rapport à justement des acteurs historiques du déchet, à travers la grande distribution, on voit qu'il y a quand même des mastodontes qui sont sur ce marché-là, pour se dire, voilà, en 2023, il faut que Lemon Tree soit prêt
pour pouvoir installer des centaines, voire des milliers de machines sur le territoire pour arriver à quasiment 100% de recyclage de bouteilles plastiques. Donc il y a un vrai enjeu de changement de marché sur nos déchets. En 2023-2024, on va arrêter la poubelle jaune et on va passer avec des systèmes un petit peu différents. Donc là, on a 3 ou 4 ans pour se mettre en ordre de marche pour répondre aux besoins du marché. Justement, en fait, qui serait... Alors, on parle beaucoup d'humain au cœur de vos activités. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a deux choses. Il y a l'humain en termes d'insertion, justement, en termes de cœur de projet, et puis l'humain et les territoires aussi pour permettre de pouvoir déployer le projet. Vous voyez que l'industrie, en fait, française bouge aussi régulièrement. On a des grandes problématiques, justement, de réindustrialisation. Pour vous, quelle place, justement, cet humain et les territoires? Est-ce que ça apporte de la valeur aussi pour le consommateur final, pour vos clients? Est-ce que vous avez vu les mentalités évoluer quelque part? Alors oui, parce qu'on a visité plusieurs entreprises de chaussures. Après, c'est souvent le cas. Hein. Les gens, des fois, font de la même opération toute la journée de façon un peu bête et méchante, et c'est pas très intéressant. Des mecs qui collent des semelles toute la journée, et nous, c'est pas ce qu'on voulait chez Chamberlain. Et c'est vrai qu'on a en fait des artisans qui sont très qualifiés et qui sont heureux en fait de porter les souliers. Alors ils font pas tout de A à Z parce que vraiment c'est compliqué, mais ils font beaucoup d'étapes en fait dans la fabrication. En plus, comme on produit vraiment à la demande, on sait pour qui ça part, on a beaucoup de futurs mariés, donc les artisans sont hyper contents. Après, on reçoit les photos des mariés, donc je leur montre. Ils sont hyper impliqués, en fait. Et on avait cette problématique aussi au début qui était très forte, puisque Chamberlain, ça n'a pas marché tout de suite. Hein. Vous imaginez, entre l'application smartphone qui ne marchait pas et nous qui ne savions pas forcément mettre les mesures sur la forme correctement. Enfin bref, ça a mis 1 an avant de marcher. Il fallait qu'on ait une équipe hyper soudée, hyper motivée, qui se dise « Ok, la V14 ne marche pas, peut-être la V15, ça va marcher », et qui se creusait la tête avec nous pour comprendre comment industrialiser le savoir-faire bottier. Donc on a vraiment une autre façon de travailler. Et on avait justement un responsable d'atelier d'un grand atelier de chaussures de luxe français, un jour qui est venu et il me dit « Mais vous vous rendez pas compte à quel point votre atelier il est hyper attractif ?» Là, je regarde, je fais « Ouais, on est 6. » Il dit « Oui, mais moi, aujourd'hui, on est très nombreux, mais j'arrive pas à recruter des jeunes parce que quand ils viennent, au bout de 3 mois, ils partent. Parce que globalement, on n'a pas su faire évoluer le métier. Et un peu le message qu'on leur fait aujourd'hui, c'est « Regarde la machine à coudre devant toi, regarde-la bien, parce que dans 30 ans, elle est toujours là. » Du coup, les perspectives d'évolution, elles sont pas là. Nous... Ils sont hyper polyvalents. J'ai une fille, elle fait du prototypage. Après, des fois, elle va à la coupe. Elle va filer un coup d'aide au semelage quand on est débordé. Et du coup, ils sont hyper compétents, mais ils sont en formation tout le temps. Et ça demande aussi des moyens. Et on a la chance d'avoir la région Nouvelle-Aquitaine qui a compris ça, avec son président Alain Rousset qui est vraiment à nos côtés et qui nous a beaucoup aidés en formation pour qu'on ait ce niveau de polyvalence. Et c'est aussi hyper important parce que j'ai un coupeur, s'il est malade, ça peut mettre tout l'atelier à l'arrêt, parce qu'on ne peut plus couper, donc on ne peut plus piquer, on ne peut plus monter, enfin vous voyez un peu l'histoire. Donc du coup, on a des gens, à chaque fois, un backup sur un poste. Voilà. Très bien. Et Emmanuel, du coup, cette aventure Lemon Tree, si tu avais une chose dont tu es vraiment le plus fier aujourd'hui, c'est quoi? C'est vrai, quand on regarde un petit peu les chiffres, nous, c'est surtout les personnes qu'on insère. Le fait que les bureaux soient aussi... avec l'entrepôt, on n'a pas mis les bureaux dans Paris et l'entrepôt loin au fin fond du 93. On essaye vraiment de réconcilier un petit peu les deux. Parce que c'est ce qui nous rend fiers, nous, tous les salariés, ce qui fait qu'on a un turnover qui est aussi très faible chez nous, parce qu'on se rend vraiment compte de l'impact. Quand on voit tous ces déchets, c'est très valorisant. On part de poubelles et puis on finit par des beaux blocs de plastique qu'on envoie à l'usine de recyclage. Et puis on voit toutes ces personnes qui sont arrivés avec un parcours un peu en dents de scie, en tout cas qui galéraient à trouver un job, et puis qui repartent, et à 75%, en 6 mois, ils repartent reboostés, et puis ils retrouvent un emploi pérenne. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous rend le plus fiers, et aussi ce pourquoi les clients viennent vers nous. Hein. On a des grands groupes qui viennent visiter, donc je vous invite tous à venir si vous voulez. On fait des journées portes ouvertes à Pantin, hein, c'est à 2 stations de métro d'ici, à venir voir notre entrepôt. Et c'est aussi ce qui fait de la rétention chez nos clients et qui passe par le service Lemon Tree plutôt que par un autre. Voilà, donc on voulait vraiment mettre en lumière ces 2 exemples d'entrepreneurs de talent qui démontrent à quel point finalement les territoires ont envie, d'une part, de se réindustrialiser, et deuxièmement, à quel point est-ce qu'ils bénéficient de ces talents. Et donc pour tous les entrepreneurs, encore une fois, dans la salle ou qui nous regardent, n'hésitez plus. On va peut-être prendre des questions, s'il y en a. N'hésitez pas.
Bonjour. Moi, j'ai une question plus spécifiquement sur Lemonade. Je voulais savoir comment, sur ces 6 mois, vous accompagnez ces personnes pour qu'ils travaillent sur leur employabilité et qu'ils retrouvent un travail à la fin du cycle. Alors, dans une entreprise d'insertion, il y a de la formation. Donc, chez nous, il va y avoir 20% de leur temps de travail où ils ne travaillent pas. C'est-à-dire que 80% du temps, ils sont en collecte, ils conduisent un camion, ils s'occupent des déchets. Il y a 20% du temps où ils ont des formations. Donc, ça va varier en fonction des entreprises d'insertion. La spécificité de notre programme, c'est qu'on fonctionne par promotion. C'est-à-dire qu'ils arrivent tous en même temps. Ça fait un effet de corps entre les jeunes, les moins jeunes. Ils partagent un petit peu leurs peines, leurs espoirs. Et après, sur ces 20% du temps, il y a des formations qui sont qualifiantes, comme le CACES, qui permet de conduire un chariot et qui est vraiment un passeport pour après décrocher un emploi dans la grande distribution, par exemple. Des formations de savoir-être. Donc aujourd'hui, il y a du théâtre chez nous. Il y a refaire son CV, il y a la confiance en soi, la relation client. Donc ils vont faire 6 mois, 20% du temps. Ça fait quand même des dizaines d'heures de formation. Et à côté de ça, ils auront sur leur CV une expérience professionnelle. Pendant 6 mois, j'ai réussi à conduire un véhicule 20 mètres cubes dans Paris. Donc ça leur permet de cocher tout un petit tas de cases. Et nous, quand on va après, en fin de parcours, les présenter à nos partenaires, trouver d'autres entreprises, on permet de valider certains acquis. Et par rapport à quelqu'un qui sort juste de Pôle emploi, ça permet aussi de donner un petit passeport. Voilà. Celui qui est passé par le parcours Lemonade, il a fait 6 mois de conduite urbaine dans Paris. Il a en plus coché la case relation client, il a coché cette case-là, il a fait un module informatique, ainsi de suite. Et c'est un gage aussi de qualité pour les employeurs qui, derrière, vont engager ces personnes-là en CDI. Bonjour à tous. J'aurais aimé savoir économiquement, en termes de rentabilité, qu'est-ce qui vous différencie d'un Veolia ou d'un Paprec, par exemple? Alors déjà, on est un peu plus cher. Donc on va se différencier par le service, de proposer un service donc, pour pas mal de raisons, sans rentrer dans le détail, mais plus de transparence, plus de performance, et puis plus de social aussi. Et après, comme on arrive à équilibrer justement la balance économique avec toutes ces formations qu'on va faire. En fait, là, heureusement, il y a l'État qui nous aide. Parce que nous, on va payer 100% du salaire d'une personne qui travaille que 80% du temps. Tous les 6 mois, on va renouveler ces personnes-là. On va chercher des personnes qui étaient éloignées de l'emploi, donc a priori avec une productivité un petit peu moindre. Donc là, très, très concrètement, l'État donne 10 000 € par an par poste. Ce qui permet à toutes les entreprises d'insertion de pouvoir franchir le pas et d'équilibrer la balance économique. Et après, le système est quand même bien fait parce qu'on est contrôlé, on est noté. Donc en fin d'année, on va voir l'État qui nous a donné ces postes et on doit donner nos résultats. Si on a des résultats qui sont faibles, il nous retire des postes, retire notre agrément. Et si on a des résultats qui sont élevés, ça permet de demander des postes supplémentaires. Merci. Bonjour. Est-ce que ces initiatives sociales sont valorisées par vos partenaires financiers, notamment investisseurs? Comment ils le voient, comment ils le prennent en compte pour vous accompagner? Tu veux que je dise un petit mot? Parce qu'on a quelques investisseurs, on a donc, très exactement même 2 fonds d'investissement qui sont des fonds à impact, donc qui eux prennent en compte en tout cas cette composante dans leur politique d'investissement. Donc c'est un capital qui est un peu plus lent déjà, un peu plus patient. On ne va pas vous dire en 5 ans il faut absolument que je retrouve mon argent, donc vite la rentabilité chez Lemon Tree. Donc ça c'est quand même le point principal. Et après ils vont nous aider justement à apporter toute leur expertise sur cette formation et on a maintenant certains investissements qui sont fléchés dans ces fonds-là, c'est-à-dire que de votre épargne, si vous voulez la mettre c'est tout ce qui est ISR, sans rentrer vraiment dans le détail. Mais oui, vous êtes content que votre argent va aller servir à créer des emplois. Vous allez peut-être avoir un TRI qui est un peu moins important, mais vous allez avoir un impact social, un impact environnemental qui est d'autant plus élevé. Nous, globalement, on a rencontré des très gros fonds d'investissement. Ils nous ont dit, écoutez, c'est génial, gardez la techno et fermez l'atelier. Alors, ce n'était pas du tout l'idée, mais effectivement, aujourd'hui, employer des gens en France dans la fabrication, c'est compliqué. Et ça n'attire pas du tout les investisseurs parce qu'ils se disent, en plus, en France, la loi, ça change tout le temps, les mecs, ils sont en grève, ça coûte cher. Donc, du coup, ce n'était pas du tout l'idée. On est ressorti de là, on était hyper choqués avec Franck, mon associé.
Et du coup, les investisseurs qu'on a aujourd'hui, ce sont essentiellement des business angels, des gens qui ont eux-mêmes leurs entreprises dans le domaine du cuir ou alors qui ont fait fortune autrement et qui adorent le projet, qui pour une grande partie sont d'origine périgourdine et qui ont envie de soutenir l'emploi et qui se rendent compte de ce que c'est aujourd'hui. Mais c'est sûr que les fonds d'investissement, ce n'est pas vraiment leur stratégie maintenant. Il y a une chose qui est importante aussi, c'est on voit que l'investissement sur des entreprises à impact social a tendance à fortement évoluer avec des fonds spécialisés. Nous-mêmes, on va dire, on fait du prêt d'honneur, donc c'est du prêt en amont sur les premières phases de développement et d'amorçage commercial. Mais ce prêt d'honneur, initiative remarquable, dont ont bénéficié les deux entreprises, vient aussi de l'épargne salariale solidaire. Cette épargne salariale solidaire, c'est chaque personne qui choisit dans ses plans d'épargne de pouvoir cocher cette case pour pouvoir aller sur des investissements justement qui auront un impact positif. Et on voit qu'en fait, compte cette évolution aussi bien sur les investisseurs et le premier investisseur, ses clients, c'est aussi cette capacité à pouvoir aller sur des projets à impact positif et la valeur qui sera créée sera financière, certes, mais pas que, aussi sur cet impact, c'est un peu ce qu'on a voulu aussi évoquer aujourd'hui. Bon, donc vous savez quoi cocher. Merci Exactement. Olivier. Merci beaucoup. Merci Sophie. Merci Emmanuel. Merci Olivier. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci. Merci.